Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir à nouveau Maître Abdoulaye Babou, ancien ministre, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, par ailleurs secrétaire général de l'Alliance pour l'alternance à la... Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de boucler aujourd'hui la revue du code électoral. Pouvez-vous nous faire le point? D'abord, il faut faire un peu la genèse. Pourquoi toute la classe politique s'est retrouvée. En son temps, comme vous vous souvenez, c'est le président de la République Macky Sall qui a appelé au dialogue national. La première concrétisation de ce dialogue national, c'est la rencontre entre les partis politiques qui forment ce pays, opposition, majorité, comme non alignés, pour discuter de deux points importants, le fichier électoral et la revue du code électoral. Au départ, le ministre de l'Intérieur nous avait dit que nous avions la latitude de travailler jusqu'en décembre pour régler ces problèmes et que toutes les questions étaient ouvertes. C'était donc encore diaramant. Ensuite, il a fallu passer justement aux choses sérieuses en quoi faisant. Permettre donc la constitution de pôles. Il y a eu pôle majorité, pôle opposition, pôle non aligné, dont je fais partie. Ensuite, des thèmes à étudier. La majorité nous avait proposé 12 thèmes. Nous en avions ajouté 8 en ce qui concerne les non alignés et 5 pour l'opposition. Le premier bilan à faire d'abord, c'est que nous n'avons ni respecté les délais, parce que nous terminons à la fin du mois de juillet, de même que nos propositions n'ont pas été étudiées. Opposition comme non alliés. Seulement, l'occasion nous a été donnée de discuter, je dis bien, des 12 propositions de la majorité. Bon, c'est une décision de la majorité souveraine. On se réveille, on nous dit que ça se termine le 31 juillet, ce qui est le cas actuellement. Mais ce qui est plus décevant, c'est que si on examine alors le fond, les propositions faites et les résultats auxquels nous sommes parvenus, c'est que véritablement il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est un désaccord complet, mais le mot n'est pas trop fort pour l'essentiel. Concrètement, quels sont les points d'achoppement? Les points d'achoppement concernent tous les points presque qui ont été étudiés. Je veux être concret. Le premier point d'achoppement, c'est le fichier. Nous ne sommes pas d'accord. L'administration est venue nous présenter son projet en nous disant que d'ici décembre, puisque les cartes d'identité sont épuisées, l'administration va devoir présenter une nouvelle mouture ou bien une nouvelle pièce qui comporte et en même temps la carte d'électeur et en même temps une puce électronique et les données de la pièce d'identité. On n'est pas d'accord parce que certains ont dit qu'avant de se faire, il fallait auditer le fichier. Point d'interrogation. Autre point de désaccord, le mode de scrutin. L'administration, ou du moins la majorité, veut maintenir le mode de scrutin en y ajoutant 10 nouveaux députés de la diaspora sous la forme majoritaire. Nous, opposition et non alliés, on a dit que c'était impossible parce que le mode de scrutin actuel, c'est ce qu'on appelle le Laougadou. Il y a 90 députés à élire sur la majorité et il suffit que vous ayez une voix de plus, vous prenez tout. Bon, par exemple, dans une circonscription comme Mbacké, il y a 5 députés. À la majoritaire, on peut dire Benno Bokk Yakaar peut avoir 100 voix, une autre liste 90 voix, une autre liste 40 voix, mais avec les 100 voix de Benno Bokk Yakaar, elle ravoue tout. On dit que c'est un système inégalitaire qu'il faut changer. Il faut au moins équilibrer 50-50, majoritaire proportionnelle, ils ont refusé. Alors, autre point de désaccord, il n'y a pas seulement les deux. On peut en citer, j'ai parlé du mode de scrutin qui n'est pas bon. J'ai parlé du nombre de députés.
à élire dans la diaspora. Les gens ont dit que c'était trop. 150, c'est déjà trop. En rajouter 10, ça fait 160. Pourquoi alors ne pas garder les 150 et les inclure dedans? Le bulletin unique, ça a été refusé. Le bulletin blanc, ça a été refusé. Nous venons de discuter du référendum. Nous ne sommes d'accord sur rien. Véritablement rien. Exception, c'est tout juste si on peut dire qu'on est d'accord sur la parité. Et encore, l'accord sur la parité, ça vient de ce qu'on appelle l'organisation de suivi, je ne sais pas, du processus parité, etc. Nous sommes parvenus à avoir un compromis. Pour le reste, aucun changement, aucun compromis, mais nous avons remarqué que la majorité est venue nous imposer sa manière de voir, et ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit tout le temps que le dernier mot appartient au président de la République. Cela veut dire donc que le président de la République et les siens feront ce qu'ils vont faire. La preuve, ils l'ont déjà commencé, déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Les lois sont en train d'être votées. Moi, je pense que donc, quand on doit faire le résumé alors de la revue du code électoral, c'est plus qu'un recul qu'une avancée. Ce qu'il ne faut pas et ce qu'il faut redouter demain, c'est qu'ils disent que oui, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de légiférer sur quelque chose à base duquel tout le monde était d'accord au niveau de la revue du code électoral. Non, nous ne sommes d'accord sur rien. Justement, l'Assemblée nationale a convoqué le mercredi une session extraordinaire justement pour examiner la revue du code électoral partiel. Pensez-vous que les dés sont pipés et que... Mais absolument. Non, disons, aléa jecta est. Je ne parle pas de dés pipés. Aléa jecta est. Cela veut dire que les propositions du gouvernement, telles qu'elles ont été présentées, elles passeront comme telles à l'Assemblée nationale. Vous n'y verrez aucune avancée au niveau du respect des libertés démocratiques, au niveau d'une justice sociale électorale. Non. Apparemment, nous avons trouvé que ce gouvernement-là accapare beaucoup plus les pouvoirs que ce qu'on a connu auparavant. Et l'argument du dialogue national, est-ce que cela vous... L'argument du dialogue national, on a pensé que c'était... on ne l'a pas senti. C'était quelque chose à donner aux gens, comme peut-être preuve de bonne volonté. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si l'esprit était que le dialogue national puisse aboutir à des résultats, les résultats n'y sont pas. Au contraire, le gouvernement, la majorité, a essayé quand même dans certaines positions, de nous imposer quelque chose qui était inacceptable, comme par exemple la proposition faite par la majorité et lue par Benoît Sambou, qui nous a surpris au moment où on était sur le point de clôturer nos travaux, alors que ce point ne figurait même pas à l'ordre du jour. Voilà ce que nous dit la majorité. La majorité souhaite une réécriture de l'article LO 114 du Code électoral en ajoutant ce qui suit. Tout candidat détenteur d'autres nationalités doit avoir renoncé à celle-ci depuis au moins 5 ans avant le jour du scrutin et en fournir la preuve. C'est extrêmement grave. Vous avez vu... En fait, vous pensez que c'est taillé sur mesure pour bloquer certains adversaires? Nous regrettons parce que si vous analysez, vous n'arrivez qu'à un seul résultat, c'est dirigé contre Abdoul Mbaye et Karim Wade. Ça, il n'y a aucun problème pour qu'il ne se présente pas. Il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé avant. Ce qui s'était passé avant la législation antérieure, on disait que celui qui a une double nationalité doit y avoir renoncé au jour du scrutin. Au jour du scrutin. Vous vous imaginez? Avec cette proposition, on aggrave la loi. Ça veut dire qu'en la votant, il fallait y renoncer
5 ans avant. Est-ce que cette loi-ci, elle passe, elle est attaquable? Elle est attaquable, mais je viens, il faut comprendre l'esprit. On demanderait donc à M. X ou à M. Y aujourd'hui, pour être candidat, il faut avoir renoncé à votre double nationalité il y a 5 ans. 5 ans nous ramène à quoi? Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Hein? La loi, les élections auront lieu en 2019. On leur dit alors que vous auriez dû renoncer à votre double nationalité 5 ans avant les élections. Qu'est-ce que explique la philosophie? Or, l'absurdité, 5 ans nous ramène, 2019, 5 ans, ça nous ramène à 2014, alors qu'on vient de voter la loi. Ça n'a aucun sens. La loi, elle est attaquable devant le Conseil constitutionnel parce qu'elle est illégale. Parce que tout le monde sait qu'elle vise un groupe bien déterminé. Mais tout le monde aussi sait que cette loi aggrave, c'est-à-dire rend les conditions plus difficiles que la réforme constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui explique cette frilosité de la part du pouvoir? Ça, je ne saurais le dire, je ne suis pas à leur place, mais ce qui est sûr, c'est que la majorité a tenté de nous imposer cela. Nous avons refusé, groupe des non-alignés, comme groupe de l'opposition confondu. Nous avons dit que cette proposition ne doit même pas être examinée parce qu'en la forme, elle est irrecevable. Elle ne faisait pas partie de l'opposition. On n'en avait pas discuté. Hein? L'opposition avait des points, inscrit des points qui n'ont pas été discutés. Les non-alignés avaient déposé des points qui n'ont pas été discutés. Pourquoi alors discuter de ce point de la majorité? Donc, dans une certaine mesure, la majorité a fait marche arrière. Mais encore une fois, j'ai vu dans la presse alors des gens attaquer Benoît Sambou, mais on ne devait pas le faire. Benoît Sambou est le porte-parole de la majorité. C'est la majorité. Vous pensez qu'il est en mission commandée? Il est en mission commandée. Il n'oserait jamais présenter une loi qui n'ait été agréée par la majorité. D'ailleurs, aujourd'hui, encore, il a insisté. Nous sommes lundi soir. Il est revenu mordicus en disant qu'il soutient cette proposition. Voilà, cette proposition, si elle était... Est-ce que demain, elle ne serait pas présentée, je mets au conditionnel, à l'Assemblée nationale? Est-ce que demain, elle ne pourrait pas être votée en ce moment-là? Si tel devait être le cas, c'est comme si, à posteriori, Abdou Mbaye avait raison sur eux. Parce que j'ai lu dans la presse que lui-même, il déclare que tout ce qu'on dit sur lui, toutes les préventions retenues contre lui, n'ont d'autre source que de l'empêcher de briguer le suffrage des Sénégalais. Voilà, en 2019. Or, cette loi est dans la bonne direction. Maintenant, on va aborder la question, l'autre question d'actualité, le sujet d'actualité plutôt, c'est le limogeage ou bien la fin du mandat de Nafi Ngom Keïta, la désormais ex-patronne de l'OFNAC. Voilà. Donc, la fin de son mandat suscite beaucoup de polémiques. Certains pensent qu'elle a été limogée, d'autres pensent qu'effectivement le président a les prérogatives de mettre un terme à son mandat. Vous, votre lecture en tant que juriste? Sur ce plan-là, si on dit que le mandat de la présidente de l'OFNAC est de 6 ans non renouvelable, je crois que c'est comme ça. Et si on fait une computation des délais, elle devait finir en mars 2017. Le principe est qu'on devrait la laisser terminer son mandat, sauf faute lourde. Sauf faute lourde. Alors, maintenant, est-ce que le président de la République a, disons, mis Madame Ngom Ndour au pilori en disant que vous avez commis telle faute? On n'a pas vu. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Donc dire que le président a un pouvoir discrétionnaire de mettre fin à son programme, c'est vrai, et en même temps c'est faux. Parce qu'au préalable, il avait un mandat déterminé. Si elle ne termine pas son mandat,
c'est parce qu'elle a dû commettre une faute. Et c'est cette faute-là qui devait obliger le chef de l'État à la dégommer. Et dans le décret qui l'enlève, on ne voit pas de faute. Par contre, s'il n'y a pas cette faute, et que la presse, en ce qui la concerne, ait eu l'occasion de rendre plusieurs fois compte des mésaventures de Mme Ngom, on peut être sceptique. On a dit que, d'abord, dans un premier temps, quand elle a parlé du patrimoine, les gens n'étaient pas contents. La déclaration de patrimoine. Oui, les gens de la paix n'étaient pas contents. Voilà, beaucoup de ministres avaient refusé de... Avaient refusé. Je me demande s'il y avait depuis longtemps. On a parlé de rapports qu'elle ne pouvait même pas rencontrer le président de la République jusqu'à qu'elle se soit adressée à la presse. On a vu aussi qu'elle a la convocation du frère du président. Elle a ouvert une enquête sur les affaires Petrotim. Toutes choses par ailleurs qui font qu'elle n'était plus en odeur de sainteté. C'est notre analyse. D'après la RFM, Nafi Ngom Keïta va attaquer la décision du chef de l'État auprès de la Cour suprême. Est-ce que vous pensez qu'elle a des chances de... De toute façon, c'est son droit, c'est du droit administratif. Ce sera la section administrative du Conseil d'État alors qui va examiner la section administrative de la Cour suprême, devrais-je dire, qui va examiner le recours, la section administrative de la Cour suprême qui va étudier le recours de Nafi Ngom Keïta. En droit, ce que recherche la Cour suprême, est-ce qu'il y a abus de droit? Le président de la République est une autorité administrative. Il prend des actes réglementaires, décrétales et tout, de par la loi. Mais si le juge administratif qui sanctionne ces autorités administratives, s'il trouve qu'il y a un abus dans le limogeage de Nafi Ngom Keïta, il le dit là. Mais attention, il peut annuler le décret, mais la section administrative de la Cour suprême n'a aucune force, aucun droit, aucune compétence pour obliger le chef de l'État à appliquer la décision. Donc, il peut parfaitement annuler, mais pour dire que Nafi Ngom Keïta va retrouver ses fonctions, ça vraiment, c'est lié au calendrier grec. Et je crois qu'il n'y pense même pas. En accédant au pouvoir, le chef de l'État avait fait de la bonne gouvernance, donc son cheval de bataille, il avait parlé de gouvernance vertueuse et sobre. Au finish, on voit quand même qu'il y a une sorte d'impunité qui ne dit pas son nom. On a l'impression que le président de la République encourage au contraire ses partisans à la malversation. Qu'est-ce qui explique selon vous en fait cette attitude? Je n'irai pas jusqu'à dire que le président de la République encourage. Mais mon sentiment est que le président de la République avait, je dis bien débuté son mandat. Pourquoi? Parce qu'on le veuille ou non, il a un bilan au niveau des infrastructures. En tout cas, il a un bilan. Ce n'est pas à moi de défendre son bilan. Macky Sall a un bilan et c'est tout à son honneur. Toutefois, il est en train maintenant d'échouer sur le problème le plus simple, la bonne gouvernance. Pourquoi vous parlez de simplicité? Est-ce que... Non, c'est que c'est plus difficile, c'est plus facile de régler ça que d'avoir un bilan pour régler, par exemple, les crises sociales, les bourses familiales, le PUDC, les pistes, etc. Est-ce que c'est pas lié parce que depuis l'indépendance, quand même, on a tout le temps, chaque régime est confronté à un problème de malgouvernance. Non, mais je dis bien que il a réussi le plus difficile, mais le plus simple. Il est en train de buter sur ça. Mais il a mis en place des organes qui n'existaient pas. Ces mêmes organes ne peuvent plus travailler. Problème, pourquoi les mettre en place? Donc pas la peine de compter sur la société, Ah non, je ne dis pas, je n'insulte pas l'avenir. Je suis là présentement pour dire que l'OFNAC n'a pas pu, indépendamment de la volonté de Nafi Ngom
Keïta ou Nafénou Ndour faire son travail. Elle n'a pas pu, la dame. Maintenant, pourquoi installer un organe qui ne peut pas donner de bons résultats? Premier élément. Deuxième élément, tous les scandales qui ont été annoncés par Sonko, parce qu'il y en a, ça pose problème. Moi, j'étais député, j'ai été député, je sais comment ça se passe. Je prends l'exemple, il a donné l'exemple de ArcelorMittal. Il dit que l'État a reçu 75 milliards. Mais seuls les 70 milliards ont fait l'objet de loi de finances rectificative. Le reste, point d'interrogation. Il y a le problème de Karim. Le ministre de la Justice dit qu'ils ont au moins récupéré 50 milliards. Où sont les 50 milliards? Ce n'est jamais passé à l'Assemblée nationale. Le plus grave, maître, Sonko révèle que les terrains qu'on a eu à récupérer de Karim ont été mutés au nom de proches de Koundouane. Voilà. Ce que les Sénégalais doivent savoir, et ça doit être simple, Sonko était bien placé. Ce que les Sénégalais aussi doivent savoir, c'est que l'argent public doit toujours passer à l'Assemblée nationale. Si on nous donne de l'argent, ou si on récupère de l'argent ailleurs, avant de le dépenser légalement, soit ça doit faire l'objet d'une loi de finances rectificative. On dit que nous avons tant de ressources provenant de temps et on les affecte. Mais où sont les 50 milliards de Karim Wade? Personne n'en parle. Quand Sonko nous dit qu'une société qui a été installée, qui a été créée le 22 décembre 2015, déjà gagne un marché de 150 milliards gré à gré dans le BTP, ça pose des problèmes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi je pense que Sonko est un type nouveau de Sénégalais. Ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. On a connu Snowden, on a connu Assange, on a connu les affaires de Wikileaks, on a connu les affaires de Panama Papers. Apparemment, Sonko joue ce rôle de lanceur d'alerte. Justement, donc, est-ce qu'il fallait pour l'État, apparemment, donc, il ne devait pas être sanctionné, si je vous comprends bien? Non, à mon niveau, on a comparé deux choses qui ne sont pas comparables. On reproche ou on reprocherait à Sonko d'avoir un droit de réserve. Un droit de réserve. De dire un secret. Moi, je me pose des questions. Si, comme Sonko le prétend, tous les éléments dont il a parlé sont sur le net, est-ce que l'on peut lui reprocher ça? Quand on parlait de droit de réserve, personne n'avait pensé à Internet. Si l'information circule dans les réseaux sociaux, personne ne peut plus parler de droit de réserve. Et encore, droit de réserve jusqu'à quand? Mais on peut arriver à un stade où aucun Sénégalais n'a le droit de croiser les bras et de laisser piller nos ressources. Il y a même ce qu'on peut appeler un devoir citoyen de dénoncer certaines choses. Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'à partir de maintenant, notre République, notre démocratie, va pouvoir alors cohabiter avec des gens comme Sonko ou pas? Mais je crois qu'il y aura toujours d'autres Sonko. Absolument. Absolument. Donc, maître, je pense que c'est sûr qu'on met terme à cette émission. Chers internautes, je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.